Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Florent Géco du cabinet Tasman, senior partner. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'en effet, on vient d'ouvrir juste à l'instant la session. Donc, pour les personnes qui n'entendaient rien, a priori, c'était normal, puisque on démarre là uniquement maintenant le début de ce webinaire. Donc, j'espère qu'en tout cas, que techniquement, tout se passe bien, que vous m'entendez bien et que la présentation est affichée devant vos écrans. Donc, merci à vous tous de vous être inscrits pour ce séminaire flash de 30 minutes autour de la data science au service de la transformation du secteur public, qui était l'objet donc de notre échange ce matin. Il suit celui que nous avions organisé le 30 avril dernier dans ce même format autour de l'automatisation robotisée des processus de la RPA, où nous avions le témoignage des douanes pour ceux qui étaient présents. Donc aujourd'hui, on a souhaité de faire un focus sur la data science. Et donc, pour ce faire, on a prévu un programme, j'espère, ambitieux pour cette petite matinée. Donc, Franck Bréchet, partenaire chez Tasman, en charge de la practice data management, vous présentera les fondamentaux de la data science, en quelques mots. Ensuite, donc, nous avons le plaisir d'avoir Stéphane Trenel avec nous, qui est donc l'administrateur ministériel des données du ministère économique et financier, et qui nous présentera la communauté Spirale, qui a été lancée au début du confinement autour de la data science. Et enfin, nous aurons aussi Simon Marsol, partenaire chez Soprasteria, Next, membre du groupement avec Tasman sur le conseil au DSI de l'accord 4DAE, qui partagera l'état des lieux des réflexions engagées au sein des directions numériques sur la data science. Donc, comme tout bon webinaire qui se respecte, vous avez évidemment la possibilité de poser toutes vos questions et vos commentaires au fil de l'eau de la présentation. Donc, on vous invite à utiliser la fonction de chat que certains ont déjà utilisée. Donc, pour des raisons techniques, il ne sera pas possible de vous donner la parole de vive voix, mais évidemment, nous, on s'efforcera, les différents speakers de la réunion s'efforceront de répondre à vos questions, évidemment, au fil de l'eau des échanges. Voilà pour cette introduction. Sans plus tarder, je vais laisser donc la parole à Franck pour nous présenter rappeler les quelques bases de la data science et ses enjeux. Bonjour à tous. Alors, je vous propose effectivement quelques idées introductives là, en préambule avant de passer sur l'initiative de Spirale. La première idée, c'est déjà sur la data science en elle-même, ce qu'elle est, et de rappeler que c'est quelque part à l'intersection de plusieurs mondes, hein, les mondes de l'informatique, le monde des statistiques et des mathématiques, et le monde métier, hein, le monde que tout le monde connaît. Donc, ces data science, elle est vraiment de nature hybride. Elle a pour but effectivement de trouver des modèles mathématiques, des algorithmes. Et contrairement à la logique classique en informatique, où quelque part on applique un modèle prédéfini qui décrit un client, un produit, etc., ben là on est plutôt sur une démarche éminemment inductive, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur une masse de données souvent diverses, et on en déduit et on entraîne sur ces données des algorithmes qui ont un résultat avec un certain niveau de précision. Donc cette diversité-là qu'on vous montre, elle a quand même un impact sur les profils qui peuvent être éligibles à faire de la data science, qui est un vrai challenge pour les entreprises publiques et d'autres. Effectivement, avoir les bons profils, savoir les recruter, savoir les pérenniser, savoir faire entrer ces compétences rares et les faire grandir dans les organisations publiques ou privées. Par ailleurs, c'est vraiment un vrai challenge. Donc, et notamment parce que ces compétences cumulées ne sont pas faciles spécialement à trouver. La deuxième idée, en tout cas la deuxième chose qu'on voulait partager avec vous, qui provient notamment de ce qu'on a vu au CES de Las Vegas, vous savez, ce grand show mondial des nouvelles technologies, où Tasman était présent là au mois de janvier. Quelques tendances et finalement il remontait un peu le temps, là il faisait un peu un bilan au CES en disant que finalement les années 2000 c'était l'année qu'on consacrait quelque part l'entrée du digital de masse. Les années plutôt 2010, donc 10 ans plus tard, celui des connexions de masse, et désormais, on est vraiment dans l'ère du data edge, le data edge tel qu'il est rappelé par Gary Shapiro, qui est le grand mantra américain sur le sujet. Ce data edge qui est effectivement renforcé par l'IoT, par la 5G, par l'émergence de l'intelligence artificielle.
bien entendu. Donc rien de nouveau, j'ai envie de dire, mais quelque part, les gens experts sur le sujet proposent qu'effectivement, désormais, on est vraiment passé sur un âge où la data est vraiment au cœur de tout. Et puis, troisième idée, effectivement, plutôt pour caractériser ce que c'est le data edge. Hein, bien entendu, c'est caractérisé par une donnée qui est de plus en plus abondante. Attention, l'abondance ne veut pas dire la qualité, parce que c'est plutôt l'inverse. On a plutôt de l'information de plus en plus diluée, et donc c'est bien le but aussi de la data science que d'aller chercher de l'information qui ne serait pas vue à œil d'expert, j'ai envie de dire, en regardant les données. Hein, donc c'est bien tout l'enjeu. Deuxième chose qui caractérise ce data edge, c'est l'émergence, ou en tout cas la généralisation d'outils et de langages dédiés au traitement pur, si je puis dire, de la data. Et là, Stéphane va effectivement présenter une initiative en particulier. Et puis, bien entendu, la montée en puissance de nouvelles applications liées à cette gestion de plus en plus experte des données, que ce soit au niveau de l'automatisation des décisions notamment, tout ce qui concerne la gestion des risques, la gestion automatique des risques, les prédictions, les tendances et évolutions. Et je sais que notamment dans le secteur public, vous êtes très très porté sur ces sujets-là, très attendu. Et puis bien entendu, tout ce qui est classification, automatisation de l'apprentissage. Voilà. Florence, tu veux dire un mot sur les initiatives de data science dans le public? Oui, alors on souhaitait, au-delà de cette présentation un peu des fondamentaux autour de la data science, c'était vraiment partager notre conviction que le secteur public a un coup d'avance, évidemment, sur ce domaine qui peut être encore considéré comme émergent dans d'autres secteurs proches du privé. Donc, en effet, à travers la mission historique du service statistique public, donc l'INSEE, du réseau des services statistiques ministériels, on a ce cœur de métier posé autour de la maîtrise de la donnée, évidemment. Ce sont des missions qui sont également renforcées il y a quelques années, donc dans les organisations, avec la création de l'administrateur général des données à l'échelle interministérielle et leur déclinaison ensuite dans les ministères avec les AMD. Donc toutes ces fonctions aussi ont vocation évidemment à soutenir les initiatives qui ont été lancées autour de l'open data il y a maintenant quelques années déjà. On commence à avoir une maturité sur ce sujet, et plus globalement à contribuer à toute la transformation numérique qui est engagée au niveau de l'État et que vous êtes évidemment sensible et familier. Donc c'est vraiment un coup d'avance que nous on considère du secteur public sur ce domaine de la data science, mais qui reste évidemment nécessaire à entretenir pour maintenir cette excellence. Et je pense que c'est là où tout l'intérêt aussi de la présentation de Stéphane qui va suivre, de nous en parler et de nous présenter la communauté Spirale qu'il a aussi fondée dans ce sens. Donc Stéphane, si tu souhaites prendre le relais. Merci, oui. En tout cas, merci de m'avoir invité et de proposer de présenter cette démarche qui, je crois, est assez originale, qu'elle est soutenue par le secrétariat général des ministères économiques et financiers, par la DITP et également par la DINUM. Alors, étrangement, je ne vais pas vous parler technique, puisque je pense pas que ce soit l'objet de vous assommer avec toutes les technologies possibles autour des sciences de la donnée, mais je vais vous parler plutôt des compétences, car je crois elles sont clairement au centre de la transformation du secteur public. Et c'est ce qui nous a permis en fait de créer cette communauté Spirale. Alors je vais juste un petit peu comme tout à l'heure vous ramener dans le passé, alors pas très loin quand même, je ne retourne pas dans les années 2000, mais juste il y a quelques années. On a fait le constat avec plusieurs collègues sur le fait que le traitement des données nécessitait finalement des compétences qui étaient encore assez rares, car, comme ça a été dit tout à l'heure par Franck, elles croisent finalement plusieurs domaines, l'informatique, la statistique, à la fois aussi les questions métiers, et quand on veut recruter ce type de profil, finalement, on cherche souvent le mouton à 5 pattes. Alors bien entendu, sur la science des données, sur l'intelligence artificielle, on va pas forcément essayer de former tous les agents publics en experts de ces domaines, ça n'a pas forcément de sens non plus. En revanche, c'est important de pouvoir comprendre comment ces outils vont s'intégrer
dans notre environnement professionnel. Et il est nécessaire pour tous les agents publics finalement de comprendre ce qu'il y a derrière les données, mais de comprendre aussi les outils qui sont développés, parce que quand des outils comme l'intelligence artificielle vont aider à prendre des décisions par exemple, ou produire des tableaux de bord, il faut bien comprendre derrière comment cela a été élaboré. Et donc quelque part, nous on a détecté qu'il y avait finalement des paliers de connaissances autour des données, autour de la science des données, et qui va finalement du technicien, alors on caricature un petit peu le technicien qui est dans la cave, le data scientist là, qui code, et puis jusqu'aux équipes finalement métiers qui peuvent être parfois même dans des front office vis-à-vis du public, du grand public, pour expliquer les différentes démarches. Et troisième constat quand même, c'est qu'on avait identifié de nombreux agents qui souhaitaient finalement monter à bord du train de la data science. Des agents qui voulaient chercher à pivoter finalement dans leur parcours professionnel et de leur proposer finalement de dire qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de solutions finalement quand on veut se reconvertir, même sur des petites reconversions professionnelles, c'est pas toujours évident. Et enfin, globalement, on se rendait compte que si des agents voulaient se former aux données ou à la science des données, finalement, il existait moult catalogues qui sont proposés au sein des administrations, mais également une offre très importante qu'on peut trouver sur des plateformes, sur des MOOC en ligne. Et au final, cette avalanche de formation, de moyens de développer ses compétences pour les agents publics, mais certainement bien au-delà, finalement, on construit une espèce de labyrinthe. Donc finalement, de nombreuses voies que l'on pourrait emprunter, finalement, nous amènent dans un cul-de-sac. Et donc, il peut y avoir un stress des agents publics à se former, puisque c'est quelque chose qui quand même, on l'a dit, qui est très ancien, mais qui a été remis au goût du jour assez récemment. Et à partir de ces constats, avec un collègue du ministère de la Justice, on s'était dit donc en début d'année qu'il fallait essayer d'apporter une solution à tous ces agents publics en administration centrale, en déconcentré, également aussi dans les collectivités territoriales. Comment on pourrait les aider? Alors évidemment, la crise est passée par là, hein, puisque il y a eu quand même beaucoup d'agents qui se sont retrouvés du jour au lendemain presque sans activité. Hein. Tout le monde n'a pas pu être placé en mode télétravail, hein, puisque tout le monde n'a pas forcément des accès, des PC portables avec des VPN, la messagerie et les documents, etc. Et donc, on s'est dit, est-ce que, un peu aussi naïvement, hein, est-ce qu'on peut essayer de mobiliser ce temps finalement, ce temps de cerveau disponible des agents pour essayer de les aider à développer de nouvelles compétences. Et donc pour nous, ça a été finalement un moment assez privilégié pour que on puisse, au final, hein, c'est un peu l'objectif, améliorer l'employabilité des agents publics autour de la donnée. Alors, on a créé donc Spiral. Aujourd'hui, on a à peu près 250 agents hein, qui se sont inscrits. On a organisé des conférences hein, pour présenter des outils, pour présenter des méthodes, des expériences, et à chaque fois de tout niveau. C'est-à-dire qu'on essaye systématiquement de pouvoir proposer une découverte pour à la fois des gens qui ne connaissent pas forcément tout le cycle de vie de la donnée ou tous les outils techniques de l'intelligence artificielle ou même du traitement statistique. Et donc on essaye de faire un spectre très très large entre, on va dire, ceux qui débutent finalement et qui s'intéressent et qui cherchent à trouver la voie dans ce fameux labyrinthe, et puis des personnes beaucoup plus expertes qui peuvent apporter dans cette communauté toutes leurs connaissances pour aider leurs collègues. Alors du coup, effectivement, on a organisé un certain nombre d'événements pour accompagner ces agents, notamment en organisant des conférences autour des langages de programmation R et Python. Alors ces deux langages qui sont quand même assez intéressants puisque on sait que vous savez, c'est des outils qui sont en open source, hein, dont les communautés d'utilisateurs et de développeurs sont très dynamiques sur Internet.
Mais on regarde aussi des solutions parfois d'éditeurs qui peuvent être aussi intéressantes parce que clé en main et qui permet aussi aux équipes qui veulent les mettre en œuvre de ne pas se concentrer sur la technique mais de se concentrer sur les usages. Et ça c'est aussi quelque chose qui, je crois, a beaucoup plu. Et donc dans la communauté Spiral, on a donné des accès, je crois, assez inédits à des outils comme le Google Cloud Platform, qui a été au travers d'un certain nombre de conférences assez impressionnantes. C'est les outils qui sont mis à disposition relèvent quasiment du clicodrome. Alors il faut être patient, mais il faut cliquer. En revanche, il y a pour faire des modèles de machine learning, par exemple, pour détecter sur des images satellites des terrains de tennis, par exemple. Vous pouvez remplacer par piscine ou par ce que vous voulez. En fait, quelques clics finalement suffisent à programmer, à paramétrer plutôt un modèle d'apprentissage pour ensuite l'appliquer sur une bibliothèque d'images beaucoup plus dense. Et ça, c'est vrai que en 1 heure et demie, on a pu montrer à des agents publics comment on pouvait mettre en place ce type d'outil. Et donc ça permet, je crois aussi, de déverrouiller parfois les freins qui peuvent être assez forts sur ces outils. Aujourd'hui, dans la communauté Spiral, je crois, on a globalement tous les ministères qui sont représentés, économie évidemment, écologie, justice, les ministères sociaux, la culture, le ministère de l'Intérieur, les armées. On a aussi des opérateurs qui nous ont rejoints, le CNES, le CNRS, le CEREMA, et on a aussi quelques représentants. Alors ça reste encore assez modeste, mais de collectivités territoriales. Et ce qui a beaucoup plu aussi, on a fait une enquête il y a quelques semaines pour essayer de mesurer la satisfaction des 250 agents, et globalement les retours ont été relativement, très enthousiastes. Et ce qui a énormément plu, c'est d'arriver justement à croiser tous les niveaux, mais aussi tous ces horizons. Alors, juste peut-être pour conclure peut-être, moi je trouve ce qui est quand même assez intéressant, c'est que avec Spiral finalement, on a commencé à toucher du doigt une espèce de déplacement de la maîtrise des connaissances. On s'est quand même rendu compte, vous le savez, la formation aujourd'hui dans l'administration, c'est surtout une demande qui provient par voie hiérarchique. Elle est acceptée ou elle l'est pas, en fonction de critères dont on n'a pas forcément toujours connaissance, mais en tout cas, on peut supposer que c'est lié à l'activité, à l'adéquation de la formation aux missions de l'agent, et également au budget qui est disponible. En revanche, former finalement, ça revient à investir sur l'avenir. Quand une espèce d'ambiguïté finalement entre un agent qui souhaite se former pour développer des compétences pour son prochain poste ou pour les 5 ou 10 prochaines années, c'est pas sur le poste d'aujourd'hui. Et donc, il y a à un moment donné la question de savoir comment on peut en capaciter finalement les agents, comment on peut redonner le pouvoir des agents dans leur propre parcours et dans leurs propres connaissances. Et là, effectivement, j'ai pas la réponse moi, mais en tout cas, ça pose la question de comment on peut arriver dans l'administration, à la fois avec des budgets restreints ou en tout cas connus, comment on peut accompagner au maximum les agents dans leur souhait d'émancipation sur la formation, comment ils peuvent eux-mêmes améliorer leur employabilité, comment ils peuvent se former pour être toujours entre guillemets à la page, comment ils peuvent maîtriser leurs compétences. Et donc là, il y a beaucoup de travail, je crois. Vous savez, il y a le compte personnel, par exemple, de formation. Aujourd'hui, il y a eu des simplifications qui ont été faites. En revanche, ça reste encore pour pour un agent public, un peu un parcours assez complexe pour arriver à le mobiliser. Donc aujourd'hui, voilà, il y a vraiment la question de comment on peut soutenir les agents. Alors, on a un début de réponse avec Spiral qui est pas un organe, qui a pas d'entité juridique, mais qui est un rassemblement spontané d'agents publics qui veulent se former.
Et voilà, je pense que c'est intéressant de réfléchir aussi comment on peut essayer de pérenniser ce type de d'initiative, comment on peut accompagner hein, ces agents dans leur parcours, dans leurs connaissances, et voilà, d'essayer de trouver finalement une espèce de nouvel équilibre entre les compétences individuelles et puis les compétences de groupe hein, qui sont attachées à une structure. Et voilà, je pense qu'on pourrait réfléchir à comment mieux utiliser aujourd'hui nos moyens de formation pour à la fois le bénéfice de l'administration et également pour les agents publics. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation et en effet les travaux qui sont engagés à travers Spiral. Donc, on vous a mis hein, sur la diapo le lien évidemment vers le site hein, qui comprend, peut-être si tu veux reprendre le détail qu'on retrouvera sur le site, hein, c'est écrit boîte à outils, articles, liens. J'imagine qu'il y a un modèle d'inscription aussi assez facile pour rejoindre la communauté, pour ceux qui seraient vraiment intéressés à poursuivre l'échange ensuite. Oui, c'est très facile. Enfin, il suffit de se connecter au site. Il y a un formulaire de contact. On a utilisé la messagerie instantanée CHAP qui est proposée par la direction interministérielle du numérique. Voilà, vous pouvez effectivement diffuser. C'est vraiment quelque chose qui est très bien. On essaye vraiment d'accompagner les nouveaux qui arrivent sur le forum, sur le site internet. Il y a effectivement de nombreux liens, des articles de blog pour présenter un certain nombre d'outils. Il y a également les vidéos. On enregistre systématiquement nos conférences et donc il y a des replays qui permet à ceux qui n'ont pas pu se connecter de pouvoir le regarder un peu plus tard. Voilà. Donc on essaye vraiment de donner un maximum de clés d'outils pour que voilà d'effacer ce fameux labyrinthe que j'évoquais en introduction tout à l'heure. Très clair, très clair. Merci beaucoup. Et donc Simon, si tu veux prendre le relais oui. Sur les enjeux, ensuite derrière au niveau des directions numériques. Donc par rapport à tout ce qu'on a évoqué, cela repose en fait un certain nombre de sujets et de questions qui sont traités et à venir au sein des directions du numérique. On retrouve évidemment et tout ce qu'il y a derrière tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est comment accélérer la valorisation du capital des données au sein de l'organisation et puis l'émergence de nouveaux services. Parce que cette data science a beaucoup de promesses, mais derrière, il faut encore la transformer en cas d'usage opérationnel, de production et au sein des processus métiers. On y retrouve plusieurs questions finalement qui se posent. On a toujours, pour faire cette data science, est-ce qu'il faut se mettre dans des démarches de data hub, de data lake? Est-ce que c'est toujours une véritable plus-value ou un effet de mode? Et finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, pour faire d'époque, explorer, ça a été trouver les premières initiatives, c'est clairement pas nécessaire, mais dès que l'on veut passer dans une étape de mise en production, de production à l'échelle, d'offres de services pour les différents projets, de partage des données et pour créer du cas d'usage et valoriser des cas d'usage, ça devient un passage obligé. Après, il y a aujourd'hui des accélérateurs et pas forcément besoin de repartir de la page blanche. Ça c'est un point important vraiment pour passer du POC à l'industrialisation et c'est souvent un point qui est un point de difficulté à passer au sein des directions du numérique. L'autre cas, enfin le deuxième point, c'est effectivement ces plateformes n'ont aucune utilité si on n'a pas des véritables cas d'usage de data science. Si c'est fait pour faire de la visualisation, du reporting, on n'a pas nécessairement besoin de l'ensemble de ces outillages. Et donc aujourd'hui, on est quand même on voit bien qu'on a des véritables enjeux d'amener, et c'est tout ce que disait Stéphane tout à l'heure, sur la culture, sur la maturité des organisations, pour
pour vraiment se projeter dans des cas d'usage. Parce qu'aujourd'hui, on a les technologies, on a plein de choses qu'on est capable de faire, mais leur application dans les métiers, la transformation que ça va apporter et ça peut apporter, reste des fois à bien appréhender par le métier. Il y a des choses qui sont aujourd'hui acquises, je dirais, et qui sont même très communiquées au sein du public. On parlait tout à l'heure des détections des piscines, par exemple. Donc, je prends l'exemple de la DGFiP sur le foncier innovant, à des fortes initiatives autour de ces usages de la data science, par exemple, pour transformer ces activités métiers. Et derrière cela, ça pose aussi, et j'en parlais, de la maturité des organisations et de l'accès à cette donnée. Tout le monde n'est pas data scientist, mais tout le monde devient consommateur de la donnée, et on a aussi ces enjeux-là de faciliter l'accès à des choses qui peuvent être pré-traitées justement par des data scientists, remis à disposition. Et là, on rentre dans vraiment le self-service de la data. Et est-ce qu'on y arrive réellement? Est-ce qu'on le donne à tous? Qu'est-ce qu'on donne à tout le monde? Donc, c'est aussi le périmètre d'accès des données et tout ce qui est la sécurité autour de l'accès à ces données qui rentre en jeu et qui me permet d'introduire la deuxième partie, qui est le lien entre data science et data management. Parce que là aussi, quand on reparle data science, on peut avoir, encore une fois, des initiatives locales sur des POC qui permettent de montrer de la valeur. Mais dès qu'on veut le mettre à l'échelle dans un SI, on revient sur des sujets d'urbanisation des données, sur des sujets de qualité de ces données, de cycle de vie de ces données. Et donc, on revient très rapidement au sujet de data management. Alors, certes, dans certains projets SI, on va, et je pense à des sujets de référentiel, avoir des approches intégrant de la data science et qui nous permettent de gérer différemment la manière de constituer ces référentiels et d'introduire des nouvelles manières de faire, que ce soit à travers du scoring, à travers du fuzzy matching, etc., et qui changent un peu les approches de gestion de ces référentiels. Et le point le plus important pour moi, reste les sujets autour de la sémantique, autour des droits d'accès, justement, et comme je l'ai évoqué, sur la sécurité de ces données. Et la sémantique qui devient clé, notamment quand on commence à partager des données qui sont entre différents domaines applicatifs ou qui sont des données exogènes au système d'information, pour être sûr que les données qui vont être utilisées dans les cas d'usage soient bien comprises et partagées par à la fois la compréhension métier, la data scientist, et entre les métiers. Voilà ce que je pouvais dire de manière assez synthétique sur cette vision de transformation des directions numériques, avec un dernier point peut-être, et je me permettrai de l'évoquer sur la partie derrière, que ça draine sur la transparence et je dirais l'explicabilité aussi des algorithmes, qui est aussi importante pour la compréhension et l'adoption par les métiers de ces algorithmes. Voilà, je ferme ce point-là. Et donc, je voulais juste reprendre quelques exemples de ce que l'on fait aujourd'hui, typiquement sur ces démarches sur des cas très concrets d'intervention de data science. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec le ministère de l'Intérieur sur la sécurité routière, notamment avec l'optimisation du positionnement des radars par rapport à l'accidentologie, aux conditions climatiques, etc., au floutage d'images sur les radars en fonction des droits d'accès et qui accède aux images fournies par les radars, notamment pour des actions d'administration de maintenance, de la notation des photos pour identifier quels radars, par exemple, sont à maintenir et qui ne fonctionnent plus de manière opérationnelle suffisante. Des travaux sur les corrélations d'accidentologie et de météo, etc., et de l'identification, par exemple, de marques de véhicules
par rapport aux photos elles-mêmes. Donc on arrive à faire des choses qui sont assez pointues et qui sont aujourd'hui, notamment au ministère de l'Intérieur, on a vraiment passé ce cycle, comme je l'évoquais, de faire des POC à l'industrialisation sur des plateformes ministérielles. On travaille également avec le ministère des Armées autour des sujets d'Artemis, qui est la grande plateforme en construction des données du ministère des Armées. Là encore, on revient à des plateformes avec des POC sur différents et qui montrent leurs valeurs sur différentes thématiques que sont la santé, le maritime ou encore la maintenance. Et je vais très vite après, mais on travaille également avec la DGFiP, avec la mission requête et valorisation sur des sujets d'optimisation de corrélation de données externes, notamment sur les comptes bancaires étrangers avec les données les données internes des référentiels ou encore l'extraction d'informations sur des documents notariés et l'alimentation de bases de données automatiques. Et voilà, ou l'automatisation de réponse à des sollicitations. Et plus dans l'accompagnement et dans la culture, je pourrais prendre l'exemple du coaching de data scientist dans la mise en place du hub innovation de Merci. On travaille bien sûr avec d'autres acteurs comme le ministère de la Justice, sur le secteur public, j'ai laissé la CNAM notamment sur tous les sujets autour des données de santé ou encore Pôle emploi sur des sujets de matching d'offres et de demandes. Voilà quelques exemples et qui encore montrent un accompagnement je dirais de l'ouverture, de l'exploration à vraiment progressivement l'industrialisation et être capable de fournir quelque part des frameworks réutilisables par les projets. Très bien, merci beaucoup Simon pour cette présentation. Je regardais le chat là, pardon, j'ai mon voix qui s'est coupé. Sur les quelques questions, les remarques sur cette présentation, je crois qu'Arnaud avait posé une question sur les attentes et difficultés remontées par les membres de Spiral. Est-ce que Stéphane, tu as une réponse à faire à Arnaud sur ce sujet en particulier? Oui, effectivement, globalement, les principales attentes, c'est d'arriver à orienter dans ce magma des possibles les agents pour leur donner des orientations claires sur les actions de formation qu'ils peuvent mener. Ça, c'est essentiel, c'est vraiment au cœur, puisqu'il y a, encore une fois, l'offre est pléthorique. Et quand on s'investit pendant 2 jours, 3 jours, une semaine dans une formation, on n'a pas envie que ce soit la mauvaise. On a tous, je crois, eu des expériences parfois difficiles de formation. Donc c'est essentiel. C'est aussi le fait d'être efficace et ne pas perdre son temps inutilement. Et aujourd'hui, sur la donnée, est-ce que la donnée est facile d'accès? En fait, dans Spiral, l'objet de Spiral, c'est pas forcément d'accéder à des données qui sont pas accessibles ou qui sont difficiles à trouver. En revanche, c'est plutôt, du coup, ça me permet d'évoquer peut-être une initiative qu'on a fait dans Spiral qui s'appelle la piscine, où on met à disposition un jeu de données, et c'est tout le temps des données qui sont aujourd'hui en open data. On incite les différents membres à présenter des réalisations à partir de ces données pour illustrer la manière de travailler, la manière de coder. Et ce qu'on demande, c'est que ces éléments soient soient publics, soient publiés, que le code soit publié, et qui permet du coup à chacun de pouvoir aussi sur son poste tenter de réappliquer finalement la même méthode pour produire une carte, un graphique, un petit modèle de machine learning. Voilà, c'est ça l'ambition de la piscine, qui voilà déverrouiller au maximum les contraintes techniques. Alors, je crois qu'il y a une autre question de Philippe.
Alors, on n'a pas vraiment parlé de data, donc le data prep, j'imagine que c'est la préparation des données, j'imagine. Est-ce que cette activité amont est prise en compte dans Spiral? Euh, oui, alors ça fait partie du processus, c'est-à-dire que dans certains cas, les données qui sont utilisées, c'est des données dans open data, qui sont pas forcément toujours ni en qualité ni directement utilisables pour un cas d'usage. Et donc il y a également voilà une préparation de ces données pour arriver à les exploiter. Pour prendre un exemple, évidemment, il a fallu montrer et utiliser les données du Covid, et on voit que quand elles sont mises à disposition par les différents acteurs, il y a un peu de retraitement à faire, puisque si on voulait sortir des statistiques, par exemple pour la France, il faut récupérer plusieurs lignes dans le fichier et exclure un certain nombre d'autres pays. Enfin, il y a une préparation des données qui doit être faite pour produire la bonne carte, le bon graphique, le bon tableau de bord qui peut aider à ce moment-là à prendre des décisions. C'est ce que certains ont vu avec le département Etalab qui a produit, notamment pour les ministres, les premiers tableaux de bord sur le Covid. Alors, juste peut-être pour préciser, aujourd'hui, on retrouve finalement des data scientists dans beaucoup de ministères et aussi de partenaires, de collectivités locales. Hein. Je crois que c'est aussi un peu à la mode que chacun ait son data scientist. Hein. Ça permet de dire que on coche entre guillemets une case. C'est important que le data scientist soit placé également le plus proche du métier, parce que c'est pas, en tous les cas moi de mon point de vue, hein, ce n'est pas du tout, c'est pas on peut pas faire de pool, je crois, de data scientists. On peut pas faire une équipe de 30 data scientists qui vont être prêtés à gauche et à droite et qui vont faire des missions pendant un mois, 2 mois, 3 mois. L'objectif, c'est vraiment que le data scientist, il doit être imprégné du métier, il doit savoir comment ça fonctionne pour justement proposer des vrais cas d'usage qui collent au terrain, qui collent à la pratique des métiers, et on ne peut le faire que lorsqu'on est vraiment au contact des utilisateurs et de ceux qui vont s'en servir. Donc c'est important que des structures, même parfois petites, disposent de data scientists. En revanche, ce qui est important, et c'est aussi du coup l'intérêt de Spiral, c'est que quand une entité a un, voire parfois 2 data scientists, hein, c'est parfois des efforts en termes de RH pour les recruter, c'est important qu'ils soient pas non plus totalement isolés, et le fait qu'ils puissent avoir des communautés pour pouvoir échanger sur leurs travaux, sur leurs méthodes de travail, et également faire preuve de pédagogie vers des plus débutants ou des gens qui seront peut-être pas des experts mais qui s'intéressent à la donnée. Voilà, je pense que ça fait aussi partie du job, et le Spiral a vraiment cette vocation-là. En Spiral, je vois une question sur Spiral, c'est un peu comme GitHub. On se sert de GitHub, hein. On se sert de GitHub, notamment par exemple pour publier notre site internet. Tout le code du site internet, il est publié sur GitHub et il est automatiquement généré. Donc, on se sert de ce type d'outils. Spiral, c'est surtout une mise en relation finalement d'agents. Donc l'objectif de Spiral, c'est pas de construire des projets, de coder ensemble et de relever des défis. On essaie, encore une fois, je pense que c'est surtout pour accompagner les agents dans ce magma de la formation et essayer que collectivement, tous ensemble, on développe des compétences et qu'on soit très inclusif avec ceux qui débutent. Voilà, c'est surtout ça. Et oui, après, effectivement, on utilise GitHub, on utilise aussi d'autres outils qui soutiennent toute cette activité-là. C'est très clair. On a juste un petit peu dépassé le timing. A priori, il n'y a plus de questions dans le backlog du chat de ce webinaire. Donc, je tiens une fois à remercier une nouvelle fois donc Stéphane et Franck et Simon pour leurs interventions, et puis à ceux qui sont inscrits également sur cet événement, en espérant que évidemment ça vous a intéressé et plu. Il y aura un replay évidemment qui vous sera transmis dans les quelques jours qui viennent pour que vous puissiez revoir à tête reposée ce webinaire, et puis une nouvelle fois nous recontacter ou via Spiral par rapport à ce qui vous a été présenté.
Je vous remercie. Je vous souhaite Merci. à tous Au une revoir. bonne journée. Merci encore et donc à très bientôt.